Il ne faut pas croire que les politiciens qu'on nous montre tout le temps sont ceux qui tirent les ficelles. Les véritables tireurs de ficelles sont derrière eux. Les politiciens, ce ne sont plus ou moins que des marionnettes de cabaret qu'on nous présente. En Allemagne aussi, on constate que certains politiciens ne connaissent presque rien à leur métier. Il suffit de citer Madame Baerbock et Monsieur Habeck. En particulier Monsieur Habeck, qui n'a jamais eu affaire à l'économie et qui est soudainement devenu ministre de l'économie de la quatrième plus grande économie du monde. Il a clairement été poussé là-dedans. Et point intéressant, qui régule sa politique? Monsieur Wolf, en 5 ans, une chose saute aux yeux. Il n'y a pas de pause. Pandémie, guerre, inflation, intelligence artificielle et une nouvelle escalade imminente. Tout cela est-il dû au hasard ou la société prépare-t-elle un nouvel ordre mondial? Je crois que c'est la deuxième option et que nous vivons le plus grand bouleversement de l'histoire humaine. Donc cela a deux raisons. La première raison, c'est que le système monétaire, qui a fonctionné pendant plus de 3000 ans, ne peut plus continuer ainsi indéfiniment. Il doit être remplacé d'une manière ou d'une autre par un nouveau système. Et en même temps, nous assistons à ces avancées incroyables dans le domaine de la technologie. Nous vivons à l'époque de la quatrième révolution industrielle et cette quatrième révolution industrielle provoque plus de changements que la première, la deuxième et la troisième réunies. Nous allons donc voir dans les prochains mois, de façon encore plus marquée, ce que nous constatons déjà aujourd'hui. De plus en plus de personnes perdront leur emploi. J'avais déjà averti il y a 2 ans que le chômage deviendrait le plus grand problème des prochaines années. Et nous voyons que le système financier mondial, donc tout le système monétaire, devient aussi de plus en plus fragile. Nous avons en ce moment des niveaux records sur toutes les bourses du monde. En même temps, l'économie mondiale stagne et dans certains cas, nous sommes même en récession, donc tout cela ne va pas ensemble. Le grand problème des politiciens, c'est qu'ils ne voient plus vraiment de grandes issues. C'est pourquoi nous voyons tout ce tohu-bohu autour de nous. Donc, il faut créer le plus de troubles possible pour qu'ils puissent faire passer les mesures qu'ils veulent appliquer contre nous. Expliquez-moi, Monsieur Wolf, pourquoi en Allemagne sommes-nous si doués pour rabaisser les personnes courageuses et les idées révolutionnaires? Elon Musk, fasciste, Trump, nazi, Bitcoin, arnaque. Pourquoi ne pas s'ouvrir au nouveau? Eh bien, cela, je ne les considérerais justement pas comme particulièrement révolutionnaires, mais je veux dire, l'Allemagne a une tradition que Lénine a déjà bien formulée en son temps. Il a dit que si une révolution se produisait dans une gare en Allemagne, l'Allemand commencerait par acheter un ticket de quai. Donc, cela était probablement ancré dans cette mentalité bureaucratique, mais je dois dire que cela ne s'applique pas seulement à l'Allemagne. J'ai vécu un certain temps en France. Eh bien, en France, la bureaucratie est de bien pire. La plupart ignorent que la bureaucratie est en réalité pire aux États-Unis. Donc, par exemple, quelqu'un qui veut créer une entreprise là-bas a beaucoup plus de difficultés que chez nous. Mais dans l'ensemble, en ce moment, c'est tout simplement que nous vivons des changements que beaucoup de gens ne comprennent même pas, ou beaucoup de gens ne comprennent même pas ce qui se passe en coulisses. Parce que d'un côté, nous avons ce grand théâtre qui nous est présenté au premier plan, et puis nous avons ces changements massifs, énormes et fondamentaux en arrière-plan. D'accord, mais selon les médias et politiciens allemands, il existe une crainte envers de nouveaux acteurs comme Donald Trump et Elon Musk. C'est comme un Rottweiler qui surgit dans une arène pour attaquer tous les chihuahuas. Pourquoi avons-nous si peur de ce genre de personnes? Je ne peux pas expliquer cette peur, mais je sais aussi pourquoi ces gens provoquent un tel tohu-bohu en ce moment, parce qu'ils travaillent aussi sous de faux prétextes. Donc, Donald Trump se présente comme le sauveur de la liberté d'expression, tout comme Elon Musk le fait. Mais en réalité, ils travaillent maintenant tous les deux pour l'agenda du complexe digital financier. Et au final, cela signifie beaucoup moins de liberté d'expression, simplement imposée par les nouveaux médias. C'est ce qui est intéressant. Regardons cela de plus près. Donald Trump a maintenant été investi dans ses fonctions. Moins de 2 jours après son investiture, il a invité des personnes comme Larry Ellison et Sam Altman et il a présenté un projet de 500 milliards, Stargate. Et cela contredit en fait tout ce qu'il proclame habituellement. En ce moment, il est aussi en train, soi-disant, de révéler et d'exposer les services secrets. Larry Ellison, par exemple, est le patron de l'entreprise Oracle, et Oracle est une entreprise contractuelle de la CIA, donc elle a été cofondée et lancée par la CIA.
Donc je pense qu'on nous sert actuellement beaucoup de contre-vérités pour embrouiller notre conscience et nous induire tous en erreur, afin que cet agenda puisse simplement continuer à être mené en arrière-plan. Vous venez de mentionner Stargate. Donc, dans nos médias allemands, il a été rapporté que 500 milliards sont investis dans l'intelligence artificielle et que les Américains veulent se présenter comme des pionniers dans ce domaine. Qu'est-ce qui se cache derrière cela? Oui, Stargate est très dangereux. Donc, nous avons aussi vu qu'il a déjà été question du fait que ces substances médicales à base d'ARNM sont promues, qu'un nouveau traitement contre le cancer nous attend. Donc, je pense que c'est la pire chose que nous ayons vécue au cours des 3 dernières années dans le cadre de la crise sanitaire. Ce n'était pas encore le pire, donc il y a encore bien pire qui nous menace. Et il ne faut pas oublier que Donald Trump, pendant cette crise sanitaire, a parfois pris un côté puis l'autre, et qu'en tant que ministre de la Santé à l'époque, il avait par exemple choisi un dirigeant de l'industrie pharmaceutique, alors qu'aujourd'hui, il choisit un opposant déclaré à ces mesures contre le coronavirus, qui cependant a changé d'avis lors des auditions. Donc, comme je l'ai dit, on nous joue là une immense comédie. L'important, c'est cet agenda, et cet agenda s'accélère à un rythme que personne n'aurait jamais imaginé, même il y a 2 ans. L'intelligence artificielle se développe à une vitesse que personne n'aurait cru possible, que cela irait aussi vite. Je rappelle toujours que les personnes vraiment importantes, comme Jeffrey Hinton par exemple, se sont retirées parce que tout cela leur paraît tout simplement trop dangereux et c'est incroyablement dangereux en ce moment. Donc tout ce que l'intelligence artificielle est capable de faire, aucun d'entre nous ne sait par exemple comment nous sommes contrôlés sur les réseaux sociaux, car ce sont simplement des algorithmes qui sont mis en place. D'après mon expérience, je peux seulement dire que ces 2 dernières années, ma portée a été incroyablement réduite. Aujourd'hui, je touche beaucoup moins de personnes qu'il y a 2 ans. Et bien sûr, il y a une raison à cela. En apparence, on fait comme si les réseaux sociaux étaient les pionniers de la liberté d'expression. Mais en réalité, ce n'est absolument pas le cas. Monsieur Wolf, j'ai lu tout à l'heure qu'il est temps que des boules de démolition, c'est ainsi que c'était formulé dans l'article, arrivent au pouvoir. Donald Trump et Elon Musk sont en réalité destinés à nous préparer au nouvel ordre mondial. Les anciennes structures paraissaient sclérosées et très corrompues. Pourquoi êtes-vous aussi critique envers ces deux-là? Oui, parce que les structures ne deviennent pas moins corrompues. Elon Musk, par exemple avec Doge, se contente d'améliorer l'efficacité des structures existantes via le département de l'efficacité gouvernementale. Il n'y a pas de nouvelles structures, on rend simplement les structures existantes encore plus efficaces, et cela en licenciant des personnes, en envoyant des gens au chômage et en remplaçant leurs emplois par l'intelligence artificielle. Donc, rien de nouveau n'est créé, on travaille simplement à ce que l'intelligence artificielle puisse s'immiscer de plus en plus dans notre vie. En ce qui concerne Elon Musk, il ne faut pas oublier, Elon Musk est l'homme qui, par exemple, a fondé Neuralink, un transhumaniste qui aimerait relier notre existence biologique à l'existence numérique et ainsi nous priver de notre autonomie. Je pense que le bien le plus précieux de l'homme est son autonomie, et cette autonomie est actuellement en grand danger. Peut-on encore arrêter ce train? Je ne parle pas seulement d'altruisme, les Chinois et les Américains y investissent des centaines de milliards. C'est vraiment une compétition tellement inégale où en Allemagne, on parle seulement de moratoire, de commission d'enquête ou de normes morales, alors que d'autres s'impliquent vraiment dans le sujet. Oui, c'est un très gros problème en ce moment. Cependant, il ne faut pas non plus se laisser tromper à ce sujet. Donc ce n'est pas comme si la Chine et l'Amérique étaient de grands adversaires dans ce domaine. Ce sont donc bien des partenaires qui font avancer tout cela. Il ne faut pas oublier, le Forum économique mondial forme justement l'élite coopérative de ce monde. Le plus grand contingent vient toujours d'Amérique, le deuxième plus grand de Chine, et si l'on regarde de près, qui détient actuellement le pouvoir dans le système financier en Chine. Toutes ces personnes ont étudié dans des universités d'élite aux États-Unis. En observant le personnel de TikTok, on constate qu'une grande partie, ce sont des Chinois qui vivent aux États-Unis, qui ont pour la plupart un passeport américain et qui sont plus américains que chinois. D'ailleurs, la plus grande entreprise américaine qui se trouve derrière TikTok, c'est aussi celle de Larry Ellison, donc Oracle. Ces personnes qui sont responsables de la censure et travaillent ensemble. La question était donc, peut-on encore arrêter ce train? Dans ces conditions, certainement pas. Mais où nous conduit-il?
Comme je l'ai dit, il nous mène à la perte de notre autodétermination. Mais sur ce chemin, quelques obstacles restent à surmonter. Donc, il n'existe actuellement, par exemple, aucune solution au problème du chômage de masse. Nous sommes donc confrontés à une vague de masse énorme de chômeurs et il n'y a pas de solution à cela. Mais ces énormes masses de chômeurs ne vont pas simplement rester tranquilles et se résigner à leur sort, mais elles vont provoquer beaucoup d'agitation sociale. Et c'est pourquoi je suis convaincu que nous sommes à l'aube d'une période de très grande agitation sociale. La question est donc, comment orienter tout cela dans la bonne direction? Alors, mon avis est que l'intelligence artificielle en soi n'est pas une mauvaise chose, mais si elle est entre de mauvaises mains, c'est-à-dire actuellement entre les mains de très peu de personnes qui ne s'intéressent qu'à leurs propres objectifs, alors c'est très dangereux. Et c'est pourquoi, par exemple, ma demande fondamentale dans ce domaine est que tous les brevets et toutes les licences dans le monde soient rendus publics. En libérant brevets et licences, on enlève aux grands groupes de technologie de l'information la base de leur pouvoir. Le groupe, par exemple, qui est actuellement en tête dans le domaine des technologies de l'information, c'est NVIDIA. Et NVIDIA est l'une de ces entreprises sans usine, dites fabless. Donc, ils ne fabriquent pas eux-mêmes, ils vivent en fait uniquement du rachat de brevets et de licences qu'ils revendent ensuite. Et cela doit simplement cesser. Et si on mettait simplement un terme à cela, bien sûr, il faudrait le faire à l'échelle mondiale. Alors, ces personnes-là n'auraient plus la base pour leurs activités nuisibles. C'est super intéressant ce que vous venez de dire. Qui écrit en fait le scénario ici? Vous venez de mentionner les Chinois, les Américains, le complexe financier numérique. Ou bien le scénario est-il en train d'être déchiré et complètement réécrit? Non, le scénario s'écrit en coulisses. En effet, nous vivons à l'ère de l'information. Cela devrait vraiment nous faire réfléchir, car qui vit de l'information? Ce sont les services secrets. Les services secrets n'ont jamais eu autant de pouvoir qui augmente exponentiellement depuis 50 ans. Donc, les services secrets sont informés à 100% sur chacun d'entre nous. Nul ne doit penser que les services secrets ignorent des informations le concernant. Et les entreprises importantes dans ce domaine, donc l'entreprise la plus importante à mes yeux, c'est Palantir. Palantir est l'entreprise que Peter Thiel a fondée. Palantir a numérisé aussi bien le FBI que la CIA, la National Security Agency et le Pentagone. Palantir travaille pour l'armée israélienne, travaille pour l'armée ukrainienne, donc Palantir a un pouvoir incroyable. Travaille aussi avec Clearview. Clearview est une entreprise qui a fait avancer la reconnaissance faciale et la détection de mouvements. Travaille aussi désormais avec la police allemande, donc la police allemande. Un policier peut tout savoir sur un automobiliste arrêté grâce à son téléphone portable. Donc nous sommes désormais complètement transparents et exposés. Les détenteurs de toutes ces informations sont avant tout les services secrets. Les services secrets contrôlent tout cela en coulisses avec certaines grandes organisations. Je pense que le Forum économique mondial reste l'une des organisations les plus puissantes car il forme l'élite politique et coopérative du monde. Je pense aussi que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont beaucoup d'influence. Les Bilderbergers sont également encore dans le jeu. Et bien sûr, les Nations unies, ce sont toutes des organisations qui ont beaucoup de pouvoir. Il ne faut pas croire que les politiciens mis en avant sont les vrais tireurs de ficelles. Les véritables responsables sont derrière eux. Les politiciens, ce ne sont plus ou moins que des marionnettes de cabaret qu'on nous présente. On voit bien aussi en Allemagne, par exemple, que nous avons des politiciens qui n'ont pratiquement aucune idée de leur propre travail. Je pense notamment à Mme Baerbock et surtout à M. Habeck, qui, sans expérience économique, est soudain devenu ministre de l'économie de la quatrième puissance mondiale. Il a clairement été poussé là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qui régule sa politique, qui est sa directrice en politique et économique, et cette dame vient de chez BlackRock. BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs, soutient toutes les grandes entreprises technologiques et figure parmi les plus importants. Avec Vanguard et State Street, c'est sans doute la plus grande puissance jamais vue dans le système financier. Vous venez de mentionner M. Habeck. Ancien enseignant et germaniste, M. Habeck sait bien parler, mais selon mon expérience, les germanistes ignorent tout de l'économie. Vous venez d'évoquer le chômage de masse, M. Wolf. Quand cela arrivera-t-il? Parle-t-on de 5 ans, 10, 15 ans? Non, il s'agit de quelques mois, peut-être l'an prochain ou celui d'après. Une vague est déjà en cours. Actuellement, plusieurs annonces indiquent que de grandes entreprises, surtout des banques, prévoient de nombreux licenciements.
Mais il est aussi intéressant de regarder les licenciements que nous avons eus récemment. Nous avons eu Schaeffler, nous avons eu Volkswagen et ainsi de suite. Mais il ne s'agit pas de produits. Chez Volkswagen, par exemple, aucune usine de production n'a été fermée. Ils sont simplement en train de faire le ménage. Dans l'administration, ces personnes sont devenues superflues, l'intelligence artificielle pouvant désormais gérer cette tâche. Et c'est la grande tendance de notre époque, et cette tendance va continuer à s'accentuer. Et bien sûr, nous verrons aussi en même temps que de nombreuses entreprises du secteur des petites et moyennes entreprises vont faire faillite. Parce qu'elles sont de plus en plus poussées contre le mur par les grands groupes et elles seront ensuite rachetées à des prix dérisoires par ces grands groupes. Donc le nombre de faillites ne cesse d'augmenter en ce moment et nous allons encore assister à beaucoup de choses. Je suis sûr que nous verrons déjà une forte hausse d'ici l'automne. Donald Trump a soutenu le Bitcoin lors de la campagne électorale, s'opposant à la monnaie de banque centrale. Est-ce que ce sont vraiment deux adversaires ou bien deux faces d'une même médaille? Pour moi, ce sont deux faces d'une même médaille. Je ne crois pas que le Bitcoin soit apparu par hasard. Le Bitcoin est né en 2009 après la crise financière et cela a fait que beaucoup de jeunes se sont soudainement tournés vers la monnaie numérique, trouvant cela très tendance et très moderne. Cela a évidemment beaucoup aidé à supprimer l'argent liquide. Bon, là, il existe une grande différence entre le Bitcoin réellement décentralisé et les crypto-monnaies centralisées comme le XRP de Ripple. Donc il y a une grande différence, mais il ne faut pas non plus se laisser intimider par cela. Donc le Bitcoin, du fait qu'il peut fonctionner en dehors des banques, c'est-à-dire qu'on n'est pas dépendant des banques ou qu'on ne travaille pas avec elles, cela ne signifie pas pour autant qu'il apporte une indépendance financière. Nous vivons dans un système politique et un système financier qui ont déjà intégré cette monnaie depuis longtemps. Ça, le Bitcoin est coté en bourse et des fonds négociés en bourse existent. Désormais, même BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs, s'est largement investi dans ce domaine. Le Bitcoin dépend aussi de personnalités comme Elon Musk. S'il en dit du bien, le cours monte. S'il en dit du mal, le cours baisse. Donc, une monnaie totalement indépendante ne peut de toute façon pas exister dans les conditions économiques et financières actuelles. Mais ce dont les gens doivent aussi être conscients, c'est du décret exécutif que Donald Trump a promulgué, qu'il interdit l'introduction d'une monnaie numérique de banque centrale aux États-Unis. Il faut vraiment regarder cela de près. Il y a écrit « Les organisations qui relèvent de la juridiction américaine se voient interdire de continuer à travailler sur cette monnaie ». Fait intéressant, ni la Banque mondiale ni le Fonds monétaire international, bien qu'ils soient tous deux basés à Washington, ne relèvent de cette juridiction américaine. Tout comme le Forum économique mondial qui est basé en Suisse, ou les Nations unies, qui sont certes basées à New York, mais qui ne relèvent pas non plus de la juridiction des États-Unis. Donc, c'est aussi une façon de tromper les gens sur les véritables enjeux. Donc, il y a encore beaucoup de travail acharné qui se fait en coulisses. C'est fascinant de constater combien tout cela nous est dissimulé. Je ne peux que recommander à chacun des spectateurs ici d'aller sur Internet, sur le moteur de recherche Google, et d'y taper monnaie numérique de banque centrale. Aujourd'hui, on n'y trouve presque plus aucune information. Il y a 3 ou 4 informations de cette année, puis on passe à l'année dernière et à l'année précédente. Mais il se passe tellement de choses, et tout cela nous est caché, tout simplement parce que cet agenda continue sans que nous en sachions quoi que ce soit. Les conditions du marché pour le Bitcoin ont radicalement changé ces dernières années. Les plus avides de pouvoir sont entrés en scène. Vous avez cité Larry Fink et BlackRock. Que prévoyez-vous pour les 5 à 10 prochaines années, Soler? Eh bien, cela dépend de jusqu'où les gens vont se laisser faire. Ils continueront évidemment à étendre leur pouvoir de façon incroyable sous toutes les formes. BlackRock contrôle pratiquement tous les marchés du monde. Je rappelle que depuis 2021, BlackRock est la seule entreprise financière autorisée à opérer librement en Chine sans être en co-entreprise. Et par exemple, dans l'industrie automobile, dans les véhicules électriques, ils sont également fortement impliqués. C'est aussi pourquoi BlackRock s'est retiré de Volkswagen. Donc, ils s'enrichissent actuellement dans le monde entier de manière absolument effrénée. La guerre en Ukraine qui devrait bientôt finir, mais pas pour une bonne raison. Ce n'est pas que Trump soit un président de la paix, mais simplement parce que l'Ukraine manque de soldats. Oh, il y a eu tellement de morts qu'il faut maintenant recourir à des mercenaires et il semble qu'on n'arrive même plus à en faire venir suffisamment dans le pays. Selon moi, la guerre continuera au Moyen-Orient. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Ukraine est alors pratiquement livrée à BlackRock,
parce que M. Zelensky, en décembre 2022, s'est mis d'accord avec Larry Fink pour que BlackRock organise la reconstruction de l'Ukraine. Donc, ils agiront comme conseillers, tout comme BlackRock agit en tant que conseiller auprès de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale et veille pratiquement à ce que tout l'argent circule toujours dans leurs propres canaux. Donc, BlackRock est incroyablement puissant en ce moment. Et si les gens ne finissent pas par se lever, voir clair dans tout ça et s'y opposer, alors nous allons faire face à une période de dégradation continue de notre niveau de vie, d'une part, parce que ce chômage va évidemment avoir un impact très négatif sur notre niveau de vie. Et cela conduira à une restriction croissante de la possibilité d'exprimer librement son opinion. Et cela de façon cruelle via des algorithmes invisibles et insaisissables en arrière-plan. Que doit-il encore se passer en Allemagne pour que les gens descendent dans la rue? Nous avons vu que la peur fonctionne parfaitement comme moyen de pression pour que les gens restent chez eux. Pensez-vous qu'avec ce chômage de masse menaçant l'Allemagne, les gens finiront par se lever? Oui, je pense que cela arrivera sûrement un jour parce que les gens ne vont pas simplement se résigner à leur sort. Cela n'est jamais arrivé auparavant. Le problème est le nombre de démagogues qui égareront encore les gens. Nous l'avons déjà vécu lors de la crise sanitaire. À l'époque, il y avait de grandes manifestations, dont une très importante ici à Berlin, mais il faut aussi dire qu'il y avait quelques meneurs mal intentionnés. Je rappelle simplement que devant des dizaines de milliers de personnes, Robert Kennedy Jr. est intervenu. Et Robert Kennedy Jr. n'est pour moi pas le grand sauveur qu'on essaie de nous vendre aujourd'hui, mais plutôt une figure qui, selon moi, a été utilisée pour faire échouer toute cette résistance. Vous venez de mentionner l'Ukraine, je dois juste revenir rapidement là-dessus. L'Ukraine est-elle maintenant complètement perdue? Et si oui, pourquoi refusons-nous de l'admettre ici, en Europe? Eh bien, c'est intéressant. La dernière information que nous avons maintenant, c'est que l'Ukraine ne doit plus être intégrée à l'OTAN en raison du souhait des Américains. Ce qui s'est passé récemment montre qui détient réellement le pouvoir dans le monde et au sein de l'OTAN, à savoir uniquement les États-Unis. Les États-Unis ont créé l'OTAN, qui n'est pas une alliance de défense, mais une alliance d'agression au service des États-Unis. Et à l'époque, ils ont intégré tous leurs vassaux de la Seconde Guerre mondiale dans cette alliance. Ils sont infiniment plus puissants économiquement et ils utilisent actuellement cette puissance économique de manière impitoyable. Par exemple, les États-Unis exigent maintenant de l'Allemagne qu'elle augmente sa participation de 2 à 5%. Cela signifie donc plus d'une fois et demie en plus. C'est tout simplement une exigence incroyable qui entraînera bien sûr aussi de grandes difficultés économiques en Allemagne. Alors, en ce qui concerne l'Ukraine elle-même, l'Ukraine n'est en réalité déjà plus un pays indépendant. Une grande partie de l'Ukraine a été vendue à des investisseurs étrangers. Là-bas, des oligarques ukrainiens ont collaboré avec de gros capitaux venus de l'Occident. Donc, si on regarde aujourd'hui la liste des 10 plus grands propriétaires fonciers en Ukraine, il y a encore 3 ou 4 oligarques. Mais en coulisses, ils collaborent toujours avec les mêmes suspects occidentaux, les grands gestionnaires d'actifs. Donc, l'Ukraine est un pays qui a vraiment subi un destin terrible. Des centaines de milliers de personnes y ont été tuées. Cette guerre va maintenant prendre fin. Rien ne s'améliorera. Il y aura des cessions de territoires à la Russie, car la Russie obtiendra certaines des ressources naturelles. Les Américains s'approprieront le reste des ressources naturelles. Et ce qui est dangereux, c'est que si l'Europe devait effectivement prendre le relais en assurant la défense du reste de l'Ukraine, alors il y aurait bien sûr le risque que cette guerre s'étende à l'Europe de l'Ouest. Hier, je me suis demandé pourquoi les Européens feignent soudain d'être si indignés. Au début, ils disent quand même qu'ils voulaient une escalade maximale. Strack, Zimmermann et Hofreiter ont toujours réclamé des armes de plus en plus puissantes. Maintenant, ils s'étonnent d'être exclus des discussions. C'est le comble de l'hypocrisie. On peut voir que ce ne sont rien d'autre que de petites marionnettes qui suivent exactement leur maître. Et le maître, il n'est pas à la Maison-Blanche, ce n'est pas Donald Trump, mais le maître, il est à Wall Street et dans la Silicon Valley. Eh bien, c'était déjà comme ça pendant tout le siècle dernier. Même certains politiciens allemands du siècle dernier sont encore célébrés aujourd'hui comme de grands héros. Donc, quand je vois le grand respect dont jouit encore aujourd'hui Willy Brandt, par exemple, eh bien, Willy Brandt a aussi fait ce que les Américains approuvaient à l'époque. Il ne s'est jamais opposé à eux. Aucun homme politique européen ne pouvait leur résister, car il détenait le pouvoir économique et financier. N'oublions pas que notre système financier et monétaire mondial repose sur le dollar.
Et la seule organisation qui peut créer ce dollar, elle se trouve aux États-Unis, c'est la Réserve fédérale. Donc le monde entier dépend encore aujourd'hui de ces gens-là, mais ils exploitent cette dépendance actuellement sous Donald Trump d'une manière qui n'a jamais existé sous d'autres présidents. Et cela me montre aussi qu'ils sont vraiment en difficulté. Les États-Unis ont aussi de gros problèmes. Donc, Donald Trump vend maintenant aux gens, par exemple, la percée dans l'intelligence artificielle en leur disant « Nous allons ramener tous les emplois dans notre pays ». Donc, toute personne qui a ne serait-ce qu'une petite notion d'économie sait qu'on ne peut pas ramener les emplois de la Chine aux États-Unis parce qu'un Chinois travaille pour infiniment moins d'argent qu'un Américain. Donc, cela pèserait énormément sur l'économie si l'on ramenait ces emplois, mais on peut les ramener en utilisant des imprimantes 3D, des robots humanoïdes ou l'intelligence artificielle. Et c'est exactement ce processus. Et malheureusement, la plupart des gens ne comprennent pas cela. La plupart des gens croient vraiment que le Sauveur est arrivé ici. Il promet de ramener tout le monde ici et que tout ira bien. Rendons l'Amérique grande à nouveau. Mais ce n'est pas vrai. Très intéressant ce que vous venez de dire. Rendre le Moyen-Orient à nouveau grand. J'ai dû avaler ma salive. Ayant des origines arabes. C'est donc la méthode Trump? Les propos de Trump sur Gaza sont sans doute les plus abominables que j'ai entendus d'un homme politique en 50 ans. Transformer un cimetière d'enfants en un complexe de luxe, c'est pour moi tellement répugnant et écœurant que ça me glace vraiment le dos. Il ne faut pas oublier, ce sont les États-Unis qui ont fourni les armes, ce sont les États-Unis qui ont donné l'argent pour tuer 60 000 personnes là-bas. Maintenant, le président affirme, nous allons simplement expulser ces gens et construire un complexe de luxe. Lorsqu'on lui demande s'ils pourront revenir, il ne répond pas. Il a même répondu « Non, ils n'ont pas besoin de revenir ». C'est tellement inhumain et incroyable que je suis totalement stupéfait qu'on puisse encore trouver des aspects positifs à une telle personne. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est d'un cynisme inégalé et d'un manque total d'empathie. Mais d'un autre côté, au moins, il fait une proposition dans un conflit qui couvre depuis 150 ans et qui ne peut être résolu ni par aucun pays arabe, ni par les Israéliens, ni par les Palestiniens. Et du côté arabe, là, il n'y a pas vraiment beaucoup d'initiatives. Non, les dirigeants arabes dépendent tous de lui. Par exemple, Al-Sisi en Égypte vit grâce à l'argent américain. L'armée égyptienne reçoit depuis des années et des décennies une aide très importante des États-Unis. Ils achètent des armes américaines. Pour cela, Al-Sisi bénéficie du soutien des États-Unis. Les autres régimes sont aussi corrompus que le sien. Mais si Donald Trump avait voulu agir positivement, il n'aurait pas pu demander 11 milliards d'aides militaires en plus pour Israël la semaine dernière. Il aurait pu dire « Nous mettons fin à cela, arrêtons de donner de l'argent et voulons ouvrir des négociations de paix ». Il a même aggravé le conflit, déclarant que si les otages ne sont pas libérés d'ici samedi prochain, l'enfer sur Terre s'abattra là-bas. J'ai vraiment très peur pour le week-end prochain, parce que cela donne évidemment à M. Netanyahou le feu vert pour agir à nouveau de manière extrêmement agressive là-bas. Et c'est ce qu'il fait en ce moment. Actuellement, Jénine en Cisjordanie est la cible des troupes israéliennes. Au Liban, des civils sont constamment terrorisés. Je dois dire que le système Netanyahou, le gouvernement Netanyahou, est encore pire que le gouvernement précédent. Quiconque soutient ce gouvernement, comme le nôtre, devient complice du massacre. Pourquoi aucun homme politique occidental ne s'oppose-t-il à Israël? Le lobby israélien est-il si influent? Parce qu'on se fait littéralement écraser comme un bulldozer dès qu'on laisse transparaître la moindre critique? Oui, elle est tout simplement aussi puissante. Donc Israël est en grande partie entre les mains de 16 familles très très riches et ces familles sont très étroitement liées aux États-Unis. Israël exerce aussi une forte influence sur les États-Unis et bien sûr Israël a aussi une très grande importance stratégique pour les États-Unis car c'est l'une de leurs bases au Moyen-Orient. Et le Moyen-Orient reste très intéressant car c'est là que se trouvent ces grands gisements de pétrole et de gaz naturel. Les États-Unis ont toujours joué double jeu là-bas. Ils ont deux alliés là-bas au Moyen-Orient, d'une part l'Arabie saoudite et d'autre part Israël, qui ont toujours été des ennemis jurés entre eux. Mais cela montre aussi toute la corruption de ce jeu de pouvoir, car ils se moquent complètement de la situation dans ces pays. L'essentiel, c'est que leur pouvoir prime. Or, étudier l'histoire ne se fait presque plus aujourd'hui. Il y a à peine des gens de moins de 30 ou 40 ans qui s'intéressent encore à l'histoire du siècle dernier. Le Moyen-Orient a alors été divisé entre les grandes puissances sans que jamais personne dans ces régions n'ait été consulté sur ce qu'il en pensait.
Et en ce qui concerne Israël, la création de l'État d'Israël a été présentée aux gens de la manière suivante. Nous faisons quelque chose de bien pour les victimes de l'Holocauste, nous leur donnons une nouvelle patrie. Je me demande pourquoi les Américains n'ont pas donné à ces gens un de leurs États, comme le Wyoming ou l'Alaska, très peu peuplés. Pourquoi ne pas leur avoir donné un de ces États? Là-bas, ils auraient pu vivre en paix, tout aurait été merveilleux. Non, ils ont créé ce conflit à l'époque. Et ce conflit fait en sorte, depuis plus d'un demi-siècle maintenant, que de nouvelles armes y sont constamment envoyées et que l'industrie de l'armement prospère comme jamais auparavant. Je trouve que la position que vous défendez en ce moment est vraiment très courageuse et je la partage à 100%. Mais les médias jouent aussi ici. D'un côté, ils sont restés complètement silencieux pendant des années ou se sont rangés d'un côté. Tout le monde s'indigne maintenant car leur nouveau méchant, c'est Donald Trump. Oui, oui, c'est évident. Mais il faut voir que Donald Trump soutient justement Netanyahou. Ce sont de grands amis. Mais pour la couverture médiatique en Allemagne, il faut voir qui est derrière ces médias. Par exemple, c'est toujours le journal Bild qui brandit le plus grand bâton anti-arabe. Le journal Bild soutient Israël à 100%, peu importe le crime que commet l'armée israélienne. Mais il faut simplement savoir, aujourd'hui, le journal Bild appartient à presque moitié à un fonds spéculatif américain, le Kohlberg Kravis Roberts. Il faut regarder qui sont ces trois messieurs qui dirigent cette affaire. Et alors, on comprend aussi pourquoi le journal Bild parle toujours de façon aussi positive d'Israël. Donc, il y a toujours ce lien en arrière-plan. Vous venez d'évoquer l'amitié entre Netanyahou et Trump. Ils ne resteront sûrement pas calmes ces 4 prochaines années, mais poursuivront sans doute leur plan. À quoi ressemblera le Moyen-Orient dans 5 ans? Oui, je pense qu'il faut vraiment s'attendre au pire. En ce moment, le conflit ne fait que s'intensifier. Donald Trump s'est déjà exprimé de manière très ferme à l'égard de l'Iran. Il est bien sûr toujours possible qu'une grande guerre éclate, avec d'un côté Israël et de l'autre l'Iran. On fait tout pour continuer à mettre le feu à ce baril de poudre. Ces attaques répétées contre la Syrie, le Liban, le plateau du Golan, etc., ce ne sont que de petites manœuvres pour provoquer l'ennemi afin qu'il frappe d'abord et permettre une riposte violente. Et je dois dire que le fait que la guerre en Ukraine prenne fin, le fait que probablement plus aucune arme américaine ne sera utilisée là-bas va bien sûr attirer l'attention de l'industrie américaine de l'armement, qui sera alors très intéressée à utiliser ces armes ailleurs. Et je pense que les deux régions les plus menacées dans le monde sont alors le Moyen-Orient et la mer de Chine méridionale, donc c'est Taïwan. Là, il s'agira alors de s'opposer à la Chine, et là encore, les personnes importantes en coulisses collaboreront toujours. Ce sont les jeunes qui mourront, ceux qu'on enverra sur le terrain, mais ceux qui s'enrichiront seront les gens en coulisses, des cyniques absolus et des personnes qui méprisent totalement l'humanité. Les mollahs en Iran semblent affaiblis. Oui, ils ne sont pas aussi forts que beaucoup le pensent, car l'économie iranienne n'est pas non plus dans le meilleur état. Bien sûr, il y a aussi des efforts extérieurs constants pour affaiblir davantage ce système. N'oublions pas qu'avant l'Iran, donc la Perse, a longtemps été sous contrôle américain sous le règne du Shah de Perse. Ils y ont encore de l'influence aujourd'hui et utiliseront tous leurs moyens pour continuer à déstabiliser ce régime. Mais c'est la stratégie des Américains depuis plus de 100 ans déjà de toujours déstabiliser d'autres régimes pour que leur propre pouvoir continue de croître. J'ai lu récemment que la polarisation baissera une fois la dictature numérique instaurée. Oui, c'est possible. Quand la dictature numérique sera installée, tout cela deviendra inutile. Donc, par exemple, que beaucoup d'organisations seront révélées, c'est-à-dire qu'on dira qu'on n'a même plus besoin de beaucoup de services secrets. On n'a plus besoin de ces organisations. Par exemple, en ce moment, il y a une grande campagne contre United States Agency for International Development, donc les États-Unis. Ces organisations sont désormais superflues. Toutes les tâches qu'ils accomplissaient dans le passé peuvent aujourd'hui être facilement réalisées via les réseaux sociaux et la numérisation de ces pays. À quoi ressemblerait un monde en Allemagne avec un revenu de base universel? Ouais, tu sais, c'est intéressant, car j'ai toujours pensé que la monnaie numérique de banque centrale serait un jour introduite via le revenu de base universel. Et je pense encore aujourd'hui que c'est vraiment une perspective tout à fait réelle. Le revenu de base universel devient en fait la porte d'entrée vers la nouvelle monnaie, parce que la nouvelle monnaie a déjà été testée dans plusieurs pays et ses essais ont échoué partout. C'est pourquoi on sait qu'on ne peut pas simplement proposer aux gens un portefeuille numérique sur leur téléphone et leur dire « Regarde, tu es maintenant directement connecté à la banque centrale ».
Cependant, si le chômage atteint un tel niveau que les gens commencent vraiment à piller les magasins, alors le gouvernement peut bien sûr présenter cela comme une action humanitaire et dire « Écoutez, nous allons vous donner à chacun un revenu de base universel de 1 000, 1 200 ou 1 500 euros par mois. Mais vous ne recevrez cela que par le biais de cette monnaie numérique, qui ne sera probablement plus émise directement par la Banque centrale, mais plutôt par les banques en collaboration avec la Banque centrale. » Donc, on travaille en coulisses sur de tout nouveaux concepts pour faire croire aux gens que la monnaie numérique de banque centrale n'arrivera pas. Mais c'est exactement la même chose, car l'argent sera programmable, il pourra alors avoir une date d'expiration. Je pense que le revenu de base universel fonctionnera ainsi. On recevra l'argent le premier du mois et il perdra sa valeur le 31e, de sorte qu'on soit obligé de le dépenser dans le mois en question. Tout cela va évidemment amener l'économie à réagir. L'économie saura que tant de millions de personnes reçoivent ce revenu de base universel. Donc, ils doivent aussi le dépenser chaque mois. Alors, nous pourrons augmenter nos prix à la fin de chaque mois. Tout cela finira de toute façon dans une spirale d'inflation et à la fin, dans une spirale d'hyperinflation. Donc, à long terme, cela ne tiendra pas. Mais bien sûr, cela entraînera d'autres troubles sociaux. Et alors, les gens seront bien sûr confrontés à la grande question. Comment allons-nous continuer maintenant? Ce que j'ai retenu jusqu'à présent, le revenu de base universel sera introduit d'une manière ou d'une autre pour 10 à 20% de la population. Ils seront alors calmés et totalement manipulables. Beaucoup n'ont pas besoin de ces 1 000 ou 1 200 euros. Pourront-ils vivre normalement s'ils refusent le revenu de base universel? Non, on ne pourra pas refuser cela. Les gens en profiteront sûrement. Mais imaginez si en Allemagne, nous avons maintenant un couple et si nous atteignons des conditions similaires à celles de Weimar. À cette époque, l'Allemagne avait 6 millions de chômeurs. On attend que 6 millions de personnes manifestent, puis on propose le revenu de base universel. Les 6 millions seront super heureux d'être réellement soutenus. Bien sûr, il y aura aussi beaucoup de profiteurs qui recevront également l'argent, mais cela est plus ou moins secondaire. Je pense que le gouvernement dira aussi « Nous allons réformer toutes les retraites ». Ainsi, on gagnera immédiatement un autre groupe de population pour la nouvelle monnaie. Le gouvernement pourra exiger que les compagnies d'assurance versent les indemnités uniquement dans la nouvelle monnaie et que d'autres paiements de l'État ne seront également effectués que dans la nouvelle monnaie. Donc, de cette manière, on peut bien sûr introduire cette nouvelle monnaie assez rapidement. Si on supprime en même temps l'argent liquide, et c'est très simple, il suffit d'imposer une taxe sur l'argent liquide et en 6 mois, c'est réglé. Donc, c'est le plan qui existe en arrière-plan, dont la plupart des gens n'ont malheureusement aucune idée. Monsieur Wolf, je pourrais vous écouter longtemps, car je trouve vos propos très intéressants. Après une telle conversation, je fais toujours des recherches sur les sujets évoqués. Vous nous ouvrez un univers totalement nouveau. Pour conclure, dans ce monde chaotique et effréné, 3 recommandations très concrètes pour gagner en clarté et en assurance. Oui, il faut prendre conscience de sa profession et se demander dans quelle mesure elle est menacée par l'intelligence artificielle. Il faudrait alors envisager des alternatives. Donc, en tout cas, les métiers dans le domaine de l'administration sont vraiment très menacés, mais tous les autres aussi. Certains métiers ont déjà disparu, comme celui de traducteur, presque inexistant aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les programmes de traduction sont tellement performants qu'il suffit qu'un relecteur jette un rapide coup d'œil, on n'a plus besoin de traducteur. Je sais par exemple que dans les studios de musique, aujourd'hui, de nouvelles chansons sont créées avec l'intelligence artificielle. Ce sera difficile aussi. Mais même les enseignants ne sont pas totalement à l'abri, car si nous nous souvenons de la crise sanitaire, pendant cette période, les enfants ont été scolarisés à la maison. Et je pense que certaines personnes y ont vraiment pris goût. Donc, Eric Schmidt, l'ancien patron de Google, travaille actuellement avec l'administration de l'éducation à New York. Et ils ont effectivement des plans pour économiser beaucoup d'argent en fermant des écoles et en obligeant simplement ces enfants à faire l'école à la maison. Il faut absolument être conscient de sa vulnérabilité. Sinon, je dois dire qu'il faut simplement prendre ses précautions. Il faut avoir un bon réseau autour de soi parce que les temps vont certainement devenir plus difficiles. En ce qui concerne l'argent, il faut s'attendre à ce que nous ayons encore plus d'inflation parce que nous avons une montagne de dettes énorme qui doit être remboursée et qui est à peine remboursable. Cela signifie que plus d'argent sera injecté dans le monde. Nous venons d'avoir les nouveaux chiffres des États-Unis. L'inflation est plus élevée que prévu et elle va continuer à augmenter. Il vaut donc mieux privilégier les valeurs réelles ou ce que l'on considère depuis des millénaires comme la meilleure valeur tangible.
ce sont les métaux précieux. Et parmi les métaux précieux, je considère que l'argent est particulièrement important. Parce que je pense que lorsque ces monnaies numériques de banque centrale ou leurs successeurs seront introduits, beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec cela. Mais ils ne pourront pas se rabattre sur l'argent liquide car celui-ci sera très rapidement interdit. Et là, je ne vois vraiment qu'une seule alternative, je ne vois que la possibilité de payer avec de l'argent, métal, et je pense que les agriculteurs seront les premiers à aller de l'avant, car ce sont eux qui sont les plus sceptiques concernant toute la numérisation et qui veulent absolument avoir quelque chose de concret entre les mains. Et là, je recommanderais à tous ceux qui n'ont pas de grosses sommes à la banque en réserve de se procurer quelques pièces d'argent pour la période à venir. Sinon, je dois dire qu'il faut absolument protéger ses enfants contre cette ultra-numérisation. Il faut absolument refuser toutes ces lunettes virtuelles qui circulent en ce moment, parce que c'est un monde où, si les enfants grandissent comme ça, ils deviennent désespérément dépendants de ce monde-là, ils ne pourront plus reconnaître leur propre autonomie. Ils seront donc totalement immergés dans ce monde transhumaniste sous contrôle numérique. Sinon, il faut miser au maximum sur les anciennes valeurs. Donc, avoir beaucoup de contacts sociaux, évoluer en dehors du numérique et simplement essayer de garder la tête froide en ces temps sans se laisser effrayer par toutes ces mauvaises nouvelles. On nous annonce aussi chaque jour qu'une nouvelle maladie menace quelque part, qu'un nouveau foyer de guerre apparaît quelque part. Il suffit de tout mettre de côté, d'éteindre son téléphone quelques jours pour se retrouver et traverser ces périodes. Je trouve justement le point que vous avez évoqué à propos des enfants très intéressant. Et quand on regarde toujours où sont les enfants de ces géants de la tech comme Mark Zuckerberg, etc., ce sont des écoles en forêt, Montessori ou Waldorf, afin que les enfants apprennent concrètement sans être absorbés par le monde numérique. Je pense que c'est très très révélateur et que cela en dit vraiment long. Ceux qui révolutionnent sur la technologie ou même l'inventent envoient de leurs enfants dans des écoles complètement différentes. Exactement, super. Monsieur Wolf, un grand merci pour ces interventions très très inspirantes. Et la troisième fois, ce sera définitivement en direct avec nous dans le studio à Berlin. En tout cas, d'accord. Super, merci à vous. Tout le meilleur. Merci pareillement. Ciao. Merci, au revoir.